Alors, nous sommes réunis aujourd'hui pour présenter les vœux de l'EPA pour cette nouvelle année 2023 et dans un format un peu extraordinaire de visio, puisque nos vœux initialement prévus le 19 janvier ont dû être annulés en raison de cette manifestation exceptionnelle. Et le format que nous avons souhaité mettre en œuvre est un format de dialogue du COMEX avec Olivier Guilbault et Agnès Ramillon, mes deux adjoints, pour célébrer ensemble les succès de cette année 2022, dresser des premières perspectives pour 2023, et puis pour le plaisir de cette collaboration efficace et agréable que nous entretenons maintenant depuis plusieurs années, et puis parce que je m'apprête à quitter l'établissement public de l'EPA Sénart, donc dans quelques semaines, pour d'autres aventures. Je pars sereine et avec beaucoup de confiance pour l'établissement public, et je vous laisse les rênes de la structure pour ce début de 2023. J'aurais voulu évoquer deux premiers sujets stratégiques. Et le premier, c'est l'engagement par notre tutelle, à la demande du ministre, d'une démarche stratégique et prospective sur l'avenir de l'OIN et de l'EPA, et en plein accord avec les élus pour bâtir une nouvelle démarche, une nouvelle ambition, 50 ans après que l'établissement public ait été lancé. Alors cette mission stratégique, elle comportait plusieurs phases, et l'année 2022 a été d'abord celle du bilan. Ce bilan, il a été confié à l'Inspection générale du développement durable. Il est très intéressant. Il dit certes, l'ambition initiale de Melun-Sénart n'est pas atteinte, mais les résultats atteints, 125 000 habitants, 45 000 emplois, sont quand même extrêmement satisfaisants, ils sont significatifs. Et les résultats de l'EPA Sénart, de l'OIN, sont à signaler tant du point de vue quantitatif que qualitatif. L'EPA apporte vraiment une valeur ajoutée sur le territoire par son expérience, par sa compétence, par son ancrage de terrain, qui crée en moyenne entre 800 et 1000 emplois par an par son action. Aussi une capacité à aller au-delà des missions d'aménageur classique en apportant une réflexion stratégique et prospective au territoire. Le deuxième sujet stratégique que je voulais évoquer à l'occasion de ces vœux, c'est vraiment notre engagement résolu dans l'aménagement bas carbone et la transition écologique et environnementale, puisque désormais nous sommes en transition vers des sobriétés périmétropolitaines. C'est le titre que nous avons choisi pour une publication qui sera très bientôt disponible. Je fais un petit peu de teasing pour nos auditeurs et nos spectateurs. Et puis, on a une ambition extrêmement forte de l'agglomération qui s'est exprimée à la fois à travers son plan climat et énergie territoriale, le PCET, et puis le projet d'aménagement stratégique du SCOT pour une véritable transition sociale et écologique, d'une part, et puis un nouveau modèle d'urbanisation en grande couronne qui limite l'extension urbaine et qui vise à intensifier l'existant et à développer un nouveau modèle des gestions des ressources du territoire, qu'il s'agisse de l'eau, de l'énergie ou des déchets. Et toutes ces exigences, nous devons les traduire concrètement sur le terrain dans nos opérations d'aménagement, et nous sommes effectivement au défi de passer du discours aux actes. Concrètement, l'aménagement urbain doit simultanément prendre en compte le ZAN, le zéro artificialisation nette, le ZEN, les sobriétés foncières, économiques, énergétiques, la préservation de l'agriculture, des compensations environnementales croissantes. Et toutes ces injonctions nous impactent particulièrement à Sénart, compte tenu de ce territoire périmétropolitain qui s'est historiquement développé par extension sur des terres agricoles. Et donc cela exige de notre part une mobilisation encore plus forte que d'autres territoires pour changer nos process, pour mettre en œuvre très activement cette transition écologique, environnementale et bas carbone dans nos opérations et dans la production de la ville du futur. Alors ces exigences, elles nous ont conduit à mobiliser des prestataires
notamment un groupement conduit par une autre ville, et puis AMOES et ADAT, des prestataires associés, et puis les urbanistes de ZAC que nous avons choisis ces dernières années pour, sous la conduite d'Architecture Studio, initier une vraie réflexion à la fois sur la prise en compte de la sobriété foncière dans nos opérations, et puis pour nourrir véritablement une réflexion avec les collectivités, les élus, sur nos maîtres d'œuvre, sur comment faire autrement. Les conclusions et les enseignements de ces travaux ont été partagés avec les services des collectivités, avec les élus, parce que nous sommes convaincus que c'est vraiment par l'exemple, par cette analyse concrète, que nous pourrions les convaincre de changer le mode d'aménagement, de faire autrement, comme l'appelle justement le président Bisson de ses voeux. Alors je pense qu'il est peut-être temps d'apporter la preuve par l'exemple de ces changements que nous avons voulu initier. Et donc, Olivier, qu'est-ce que tu peux nous dire aussi sur le travail qui a été initié principalement sur le champ du foncier? C'est un gros travail qui a été mené par l'établissement public, en partenariat avec l'État, notamment la DRI-EAT, mais aussi les équipes de Grand Paris Sud, que je salue, l'ensemble des élus qui composent l'opération d'intérêt national, qui ont été rencontrés systématiquement les uns après les autres. L'objectif était d'élaborer une stratégie de consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, différente de celle qui a été appliquée jusqu'à présent, mais aussi de nourrir le schéma de cohérence territoriale. Et là aussi, on voulait pouvoir y contribuer. Et puis, au final, également, contribuer au schéma directeur de la région Île-de-France. Et nous avons apporté une contribution écrite cet été sur ce sujet. Merci. Agnès, toi aussi, je pense que tu as quand même un certain nombre d'exemples concrets dans les projets qui se sont dénoués en 2022. Je vais prendre 3 exemples. L'installation sur le parc de la Cinq d'une station multi-énergie. Le projet, qui est unique en Île-de-France, a été initié par l'EPA, en collaboration avec la ville de Réau et l'agglomération, d'ailleurs, avec laquelle nous travaillons continuellement. Le gaz naturel comprimé va favoriser la migration vers des flottes de véhicules donc plus vertueux, notamment pour les acteurs de la chaîne logistique qui sont implantés donc, sur le parc de la Cinq à Réau. Deuxième exemple, les engagements environnementaux de Bouygues Immobilier sur la ZAC de Chanteloup à Moissy-Cramayel. 11 maisons seront construites avec des panneaux bois-chanvre préfabriqués par la société Wallup, société qui est installée en Seine-et-Marne. On parle réellement ici, on voit ici la valorisation des filières locales. Et aujourd'hui, les entreprises qui sont de plus en plus sensibles dans leur process et dans leur mode constructif à ces sujets environnementaux. API Restauration, alors d'une part, elle réalise ses approvisionnements en circuit court et en produits bio, et d'autre part, sur un autre volet, pour la construction de son nouveau bâtiment, elle a eu recours à des matériaux biosourcés. Elle mettra en place une toiture végétalisée et des panneaux solaires. Je pense que ce serait quand même bien qu'on se dise, qu'on échange quelques mots sur les faits marquants de cette année 2022, et d'abord en matière d'aménagement. Olivier. En matière d'aménagement, un des sujets les plus passionnants, c'est le travail avec nos équipes de maîtrise d'œuvre urbaine. Nous les avions désignés fin 2020 et on a commencé à réinterpréter, réinterroger un certain nombre d'opérations vivantes dans le cadre de nos consommations d'espaces naturels, agricoles et forestiers, et pour être plus économes en foncier. Et c'est ce qui nous amène à nous réinterroger aussi désormais sur la programmation, sur les sujets de mobilité. Les élus se sont prêtés au jeu, participent aux ateliers, aux workshops. Je citerai quelques exemples. La ZAC de Chanteloup notamment, à Moissy-Cramayel, avec les équipes TGTFP et Sébastien Sosso. L'opération Écopole, toujours avec TGTFP. Les opérations de Saint-Pierre-du-Perret avec De Villiers Associés. Parallèlement, nous avons continué à travailler sur les opérations en devenir. Avec l'agence Terre, d'une part, le Clos Saint-Louis, c'est une opération, une friche industrielle et portuaire de 130 hectares. On nous a confié une mission de préfiguration de la recomposition de cette friche industrielle. Le plan guide, les études VRD, les études de mobilité, les études économiques préfigurent une année 2023 riche de travaux, avec un premier plan de masse sur un secteur préopérationnel pour pouvoir engager concomitamment une déclaration d'utilité publique
avec l'établissement public foncier d'Île-de-France. Seconde opération emblématique sur laquelle nous avons travaillé avec nos équipes de maîtrise d'œuvre, encore une fois. Là, il s'agit d'architecture studio et de Babylone, paysagiste. Villaroche, toujours dans le cadre d'un partenariat avec les collectivités. Alors là, réunis autour de l'État avec Grand Paris Sud, la communauté d'agglomération Menin-Val-de-Seine, les communes, dont Réau. L'objectif, c'est de faire de ce projet, d'abord, de conforter la présence de Safran. C'est 7 à 8 000 emplois, développer l'emploi industriel. On parle de la réindustrialisation de la France, mais l'EPA Sénart est un des derniers lieux en Île-de-France où on a des grands tènements. Là, je parle de 100 hectares et plus, où on pourrait accueillir des entreprises de taille mondiale, avec l'ambition qu'on n'oublie pas l'agriculture tout autour. Et donc un travail de coproduction espéré avec les agriculteurs, à la fois sur les drainages, les accès, l'irrigation, pour construire un projet aussi vertueux que possible sur le plan environnemental. Et puis enfin, on va pouvoir redémarrer le projet de l'eau vive 2. Nous avons effectivement, après près de 4 ans de travaux, de plan A, de plan B, de plan C, réussi à obtenir un arrêté bidépartemental qui nous autorise enfin à engager nos premiers travaux dès le début de l'année et concomitamment engager les compensations environnementales qui portent sur 18 hectares in situ et ex situ. D'autres projets qui méritent d'être signalés ? Je citerai notamment l'obtention de l'arrêté de déclaration d'utilité publique sur Cesson Centre-Ville. C'est une opération de renouvellement urbain extrêmement importante pour nous. Et donc cette DUP obtenue va nous permettre de nous projeter vers l'avenir de façon un peu plus sereine. Agnès, toi tu pilotes toutes les relations avec les preneurs, qu'il s'agisse du développement économique ou du développement résidentiel. Et donc je te pose la même question, quels sont les faits marquants pour cette année 2022 ? Oui, les résultats de l'année 2022 confirment bien l'attractivité du territoire. Malgré un contexte que l'on sait tous, qui a été extrêmement compliqué d'un point de vue économique, des perspectives pas très lisibles, et on sait bien que cela trouble les porteurs de projets et nos preneurs. Pour autant, grâce à la qualité des aménagements que l'EPA réalise, grâce aux équipes de l'EPA et par la force des partenariats que nous avons noués, les résultats ont été vraiment très bons en 2022. Donc 8 nouveaux sites ont été livrés, par exemple pour l'entreprise Cosima à Tigerie qui fabrique des produits cosmétiques. 7 chantiers étaient en cours en 2022, donc des travaux en cours pour construire des locaux pour des entreprises. On aura par exemple le bâtiment construit par la Gainerie 91, qui est une entreprise spécialisée dans le packaging de luxe. Et au total, ce sont donc 2000 emplois, environ 2000 emplois qui seront générés à terme. C'est considérable. Toujours en 2022, vous dire aussi que 20 terrains ont été cédés à des preneurs entreprises et qui ont été vendus, par exemple, pour l'installation à Saint-Pierre-du-Perret d'une entreprise qui s'appelle Art Grand Prix, qui est peut-être connu puisque son dirigeant vient d'être nommé à la tête de la Scuderia Ferrari. La brasserie Parisi sur l'Écopole, là aussi, s'installera puisque nous lui avons vendu un terrain pour développer un process de fabrication de bière artisanale mais avec un process industriel. Alors ces cessions, uniquement la vente des terrains en 2022, représentent environ 800 emplois. Et de nouvelles promesses de vente avec des entreprises qui viendront s'installer et cela représentera un volume de 700 emplois à terme. Ce qui est important de préciser et de dire, c'est que sur les 5 dernières années, Aude, Olivier, ensemble à l'EPA, tous les collaborateurs ont contribué à l'implantation de plus de 50 entreprises qui génèrent au total plus de 4000 nouveaux emplois sur ce territoire dans des secteurs diversifiés que sont l'industrie, le BTP, le e-commerce et la supply chain, par exemple, et le secteur médico-social et l'économie sociale et solidaire. Mais alors, si on implante des entreprises, il faut évidemment pouvoir avoir aussi des logements pour loger les salariés. Alors, quelques signatures emblématiques en 2022. Une résidence intergénérationnelle à Tigerie qui comporte 90 logements sociaux réalisés par Antin Résidence.
Sur la ZAC de Chanteloup à Moissy-Cramayel, dont on parlait tout à l'heure, donc un programme de 218 logements, dont 44 logements sociaux. Et puis, toujours à Moissy-Cramayel, une opération de 100 logements, dont 30 logements sociaux sur la ZAC de Jatot, avec le promoteur Pitch Immobilier. Donc finalement, une production à peu près de 30% de logements sociaux sur tout ce qu'on a fait dans cette année 2022. Donc une réelle contribution à la production de logements sociaux. Globalement, un taux important dans ces opérations de logements sociaux. Alors par contre, très peu de nouveaux projets ont été initiés en 2022. Alors je le disais, c'est un constat que l'on peut faire de façon générale et sur le territoire national. Attention toutefois à ne pas rompre l'équilibre emploi-logement. Comme nous l'avons vu, le territoire est attractif et la question de l'offre résidentielle et du logement des salariés est cruciale. Elle est indispensable et c'est un atout majeur pour poursuivre le développement économique, faire venir de nouvelles entreprises. Merci. On avait imaginé faire un petit focus un peu particulier sur le Carré. Alors pourquoi le Carré? Parce que c'est notre phare. C'est le facteur majeur d'attractivité sur ce territoire. Et d'ailleurs, en 2022, il y a un palmarès qui a été dressé par MyTraffic des zones commerciales de périphérie. Et Sénart est arrivé numéro 1 avec une augmentation de fréquentation de 45%, ce qui est absolument considérable. Alors pourquoi un tel succès? C'est multifactoriel, évidemment. D'abord, une desserte exceptionnelle, qu'elle soit autoroutière ou par le TZN, qui est un bus à haut niveau de service en site propre, parce que c'est un lieu où il y a une offre commerciale qui est tout à fait admirable, extrêmement diversifiée, dans un véritable écrin paysager. La qualité des aménagements et du traitement du Carré Sénart en fait véritablement un lieu de promenade pour les familles, un lieu d'exercice d'activité sportive. Et évidemment, c'est beaucoup plus qu'un espace commercial, puisqu'on y trouve des bureaux, des restaurants, un établissement scolaire supérieur, un théâtre, une grande scène, etc. Chacun œuvre à la qualité de ce territoire, tout en le faisant évoluer dans son offre et dans son fonctionnement pour satisfaire les nouveaux besoins. Olivier, qu'est-ce que tu peux nous dire? Comment avez-vous préparé l'avenir en 2022 sur le Carré? C'est la dernière opération emblématique de l'OIN qui ne disposait pas d'une équipe de maîtrise d'œuvre urbaine dédiée. C'est chose faite depuis le 9 janvier. Et donc Vincent Cotet de l'équipe Prichet qui va nous accompagner va pouvoir travailler avec nous dès la semaine prochaine pour engager ce processus de réflexion. Formidable. Et Agnès, j'ai l'impression qu'il y a un certain nombre de programmes aussi emblématiques qui ont été initiés en 2022. Alors pas en matière de logement, parce qu'il n'y a pas de logement sur le Carré, mais en matière de développement économique. Oui, et je dirais même des projets structurants. Pourquoi? Parce que déjà d'une part, un programme de bureaux. Donc nous avons signé à l'occasion du CIMI en fin d'année 2022 une promesse de vente avec le promoteur LNC, les nouveaux constructeurs, pour un programme de 9400 m² de bureaux, ce qui est conséquent. Et puis, en matière d'hôtellerie, et là aussi, à l'occasion du CIMI fin d'année 2022, nous avons lancé un appel à manifestation d'intérêt pour regrouper, attirer des acteurs du secteur de l'hôtellerie qui pourraient être intéressés pour s'installer sur le Carré Sénart. Il faut dire aussi, enfin, que sur le Carré, aujourd'hui, des constructions sont en cours. Caliceo est en travaux donc, pour réaliser son centre de balnéothérapie. Et puis, on peut voir également actuellement les travaux de l'extension du pôle santé donc sur le Carré. Donc le dynamisme du Carré ne se dément pas. Alors qu'est-ce qu'on peut dire pour 2023 ? Au sein de Grand Paris Sud, vraiment, Sénart est un territoire exceptionnel. Ce potentiel, il reste considérable malgré le zéro artificialisation nette et il doit être mis au service d'une ambition politique forte que vraiment j'appelle de mes vœux. L'EPA, c'est un aménageur extrêmement complet au service de cette ville complète à laquelle aspire le président de Grand Paris Sud. Parce qu'il peut s'agir aussi bien de projets de renouvellement urbain de très grande ampleur, tu as parlé tout à l'heure du Clos Saint-Louis à Damary-les-Lys, et en même temps d'opérations de quartier, comme nous avons complètement transformé le miroir d'eau à Savigny-le-Temple. Il peut s'agir d'installations économiques, tu as cité un certain nombre d'exemples,
de quelques centaines de mètres carrés à plus de 10 hectares. Et puis, au contraire, on a aussi réalisé une SNIEF, on restaure des trames vertes et bleues, on accompagne des projets agricoles, on réalise des compensations environnementales. L'équipe de l'EPA, moi je voudrais la saluer, c'est l'occasion, elle est remarquable, elle est compétente, elle est motivée, elle est soudée, elle est en ordre de marche. Alors en 2023, suite à la première phase de la démarche stratégique avec laquelle j'ai introduit ce propos, l'État souhaite attester, témoigner de son intérêt pour ce territoire et de l'intérêt pour l'établissement public, même s'il appelle à des évolutions significatives des modes de faire et puis à une ambition véritablement renouvelée pour ce territoire. L'année 2023 devrait être celle de cette nouvelle ambition qui devrait se concrétiser au travers de 3 projets partenariaux d'aménagement que vous aurez cœur à mener à bien, auxquels vous allez contribuer pour des contractualisations entre l'État et les collectivités. Certains sont déjà en cours d'élaboration, d'autres seront prochainement engagés sur l'ensemble de l'opération d'intérêt national pour un projet économique majeur autour de l'aérodrome de Villaroche et de Safran dont tu parlais tout à l'heure. Et puis enfin, un 3e projet partenarial d'aménagement est envisagé en bord de Seine sur Damary au sein de l'agglomération. Pour cela aussi, il faut que nous terminions notre travail par la production d'un référentiel bas carbone qui va alimenter tous ces travaux. C'est vraiment un des objectifs forts que je vous laisse pour concrétiser ce changement de braquet que j'évoquais tout à l'heure et accélérer nos transitions. Voilà, plus que jamais, en 2023, l'EPA est partenaire des collectivités, acteurs du territoire au service du bien commun. 50 ans, c'est un bel âge. Alors, bon anniversaire à l'EPA, bon anniversaire à ce territoire, et très belle, heureuse année à tous. Et merci au théâtre de nous avoir permis, même si c'est de manière virtuelle, une fois encore, de venir célébrer la bonne année pour le plus grand nombre.